Jean-Fabrice Lebrati. Bonjour Jean-Philippe Denis. Jean-Fabrice Lebrati, vous êtes professeur des universités à l'Université de Lyon, donc l'Institut d'administration des entreprises de Lyon, l'IAE de Lyon. On va parler ensemble résilience et crise, parce que s'il y a un mot à l'occasion du contexte, de la crise sanitaire qui s'est imposé partout dans le débat public, c'est celui de la résilience. Et ça tombe bien, vous êtes spécialiste de résilience. Alors on va parler un peu d'abord pourquoi ce terme s'impose. Alors le terme résilience est connu depuis déjà une cinquantaine d'années à peu près, même plus. Et pourquoi on a employé ce terme par rapport au contexte sanitaire actuel ? Parce que ça fait du bien de se rassurer. Ça fait du bien de se rassurer, ça fait du bien de déterminer un cadre dans lequel on va évoluer, un cadre qui va nous conforter et qui, quelque part, nous garantit un certain futur connu. Voilà. Donc la résilience, c'est ça, c'est cet aspect de déterminer un cadre et de savoir qu'on va rester dans ce cadre et qu'on va résister. Voilà, c'est cet aspect-là. Mais le terme de résister en management est employé aussi des fois avec un aspect négatif, résistance au changement. Et donc on peut voir la résilience sous un autre angle, celui « je ne veux pas changer ». Et là, ça peut être plus embêtant puisque, comme on dit d'ailleurs en chinois, la crise c'est une opportunité, un risque. Il y a dans toute crise, voire désastre, parce que je préfère désastre pour le Covid, il y a dans toute crise, il y a un aspect d'opportunité. Et la résilience pourrait être un risque pour rater ces opportunités. Donc il faut bien voir ces deux facettes, à la fois rassurer et rester dans un cadre, mais à la fois aussi le risque de résistance au changement. Le yin-yang de la résilience face à la crise. Est-ce qu'il y a des modèles de résilience qui permettent de raisonner ? Alors, il y a des modèles, aussi bien au niveau de l'individu qu'au niveau des organisations. Et il faut bien préciser à quel niveau on se situe. Je repensais à ce que me disait un de nos collègues, le professeur Christophe Benavent, quand on parle de résilience française. Et quand on regarde la démographie française, on voit qu'un tiers des personnes vivent seules, un tiers aussi vivent juste en couple, à deux, et le dernier tiers des foyers sont des familles plus nombreuses. Donc quand on parle de résilience, est-ce qu'on est de la résilience individuelle, de la résilience de groupe ? C'est extrêmement dur. C'est pour ça qu'il y a des modèles pour la résilience individuelle. Je pense au coping, par exemple. Et il y a des modèles pour la résilience organisationnelle. Je pense au HRO. Alors, il faut nous en dire plus, ça. Alors, coping, HRO. Le coping, c'est-à-dire qui a du mal à se traduire en français, d'ailleurs c'est le terme de faire face. Voilà. Et donc, pour faire face, on va déployer des stratégies. Ce qui est très intéressant, parce que j'apprécie beaucoup dans ce modèle créé par Lazarus, ce qui est très intéressant, c'est que ces stratégies peuvent des fois se dérouler avant le choc. Et comme elles peuvent se dérouler pendant ou après. Ça a été extrêmement étudié en sport, par exemple. Le nombre de blessures avant une épreuve est supérieur au temps normal. Parce que, des fois, la blessure est un moyen pour un sportif de faire face à un choc un enjeu qu'il imagine. C'est une stratégie. Mais il y en a plein d'autres et des stratégies beaucoup plus positives. Ça, c'est le coping et c'est au niveau individuel. Maintenant, au niveau des organisations, c'est High Reliable Organization. Ce concept créé par plusieurs auteurs, mais Weick et Sutcliffe avaient beaucoup travaillé dessus. Il y a des principes dans les organisations pour qu'une organisation soit résiliente. Je pense par exemple à deux des principes. Un souci majeur, une obsession à étudier les cas d'échecs passés. Une volonté d'éviter les simplifications abusives. Donc quand on est face à une situation complexe, d'essayer de la simplifier. Non, on va essayer de la comprendre dans sa complexité. Voilà. Il y a des règles qui permettent à ces organisations, et ça s'est vu par l'observation, de rester et de traverser les temps. Voilà. Votre sentiment quand justement on s'intéresse beaucoup à la résilience, au regard de la crise, on a été résilient, on n'a pas été résilient, alors, si tant est qu'on en soit sorti d'ailleurs. Donc, et je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites Jean-Philippe, il y a la notion de temps. Ouais. Voilà. Résilient, combien de temps et jusqu'à quand ? Ensuite, je ne pense pas que là, ce soit une crise. Pour moi, c'est encore plus grand. C'est un désastre. Et d'ailleurs, il y a le concept en management de disaster management, de management des désastres. Là, on est à un niveau, 3 milliards de personnes confinées, personne ne l'avait imaginé. On est à un niveau au-dessus de crise.
Maintenant, est-ce qu'on est ou est-ce qu'on va être résilient? Je vais reprendre les termes de cet écrivain si talentueux et parfois sulfureux, Michel Houellebecq, qui a dit, je le cite, « Le monde d'après sera le même que le monde d'avant, mais en un peu pire. » C'est l'optimisme habituel de Houellebecq. On l'imagine bien dire cette phrase. C'est donc une preuve de résilience, puisqu'on reste un peu dans le monde d'avant. Mais c'est une résilience qui a touché à la résistance au changement et qui n'a pas su peut-être profiter des opportunités que la Covid a pu nous procurer. Les quelques opportunités qu'elle a pu nous procurer. Bien sûr. Alors, un des soucis quand le débat se structure comme ça autour d'un mot, c'est qu'on oublie tous les autres. Finalement, est-ce qu'il y aurait d'autres concepts qui auraient pu être, ou qui pourraient être aussi utiles que celui de résilience pour penser un peu tout ça? Alors, des concepts alternatifs, oui, à la résilience. On peut penser à la non-linéarité. Voilà, c'est bien connu en mathématiques, il y a des courbes linéaires, des systèmes non linéaires qui changent. Ouais. Voilà. Donc cette non-linéarité, ou si on reprend sa traduction des fois en management, le changement de paradigme. Voilà. On rentre dans un monde avec des règles différentes, donc c'est pas ni pire ni mieux, c'est différent. Voilà. Malheureusement, on peut aussi prendre en compte la notion de disparition. Voilà. La disparition des organisations, la disparition de sociétés, c'est peut-être un objet d'étude qui serait important. Des civilisations ont disparu, des organisations le peuvent aussi. Donc c'est un thème qui pourrait être remis au goût du jour et étudié en management. On voit aussi, parce que c'est très inquiétant, pourquoi la résilience du coup joue cet effet positif aussi. Parce que disparition, ça fait peur. Disparition, ça fait peur. Bon, si on est en philosophie bouddhiste, il n'y a jamais de disparition. Hein. On va renaître d'une certaine manière, tel le sphinx. Je pense que, et un peu dans la destruction créative à la Schumpeter, il va y avoir de la disparition, mais pour mieux renaître. Pour mieux renaître. Merci Jean-Fabrice Lebratine. Merci Jean-Philippe Denis.